Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à Gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Kelly Chavez, qui est infirmière clinicienne à la Clinique des maladies inflammatoires de l'intestin à l'Hôpital général de Montréal. Avec Kelly, on a abordé vraiment beaucoup de choses. C'était pas un épisode avec une thématique particulière, mais on a fini par aborder le rôle de l'infirmière dans la pratique avec les patients atteints de maladies de Crohn et de colite ulcéreuse. Pourquoi elle a choisi ce domaine-là, l'encadrement qu'elle peut donner aux patients. On a parlé de santé mentale, on a parlé vraiment d'approche holistique, de comment aussi on peut apprendre à mieux accepter la maladie quand on est un patient, comment est-ce qu'on peut aider en tant que professionnel les patients à se rendre là. Vraiment, j'en oublie, on a parlé de recherche, on a parlé d'énormément de choses. Je pense que je vais arrêter ici puis je vais vous laisser écouter l'épisode. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute! Kelly, merci d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Kelly, on va briser la glace. Toi puis moi, on se connaît. T'as été mon infirmière pendant plusieurs années. Chaque fois que je raconte mon amour infini des infirmières, j'ai toi en tête. Ma mère aussi, mais j'ai toi en tête. Avant, là, l'épisode d'aujourd'hui va peut-être être un petit peu décousu parce qu'on n'avait pas un sujet précis, mais je voulais t'inviter. C'était comme dès que le podcast a été lancé, on savait qu'on allait parler avec Kelly sur l'épisode. Ce que je réalise en parlant, c'est que souvent, le rôle des infirmières dans les cliniques de gastro-entérologie ou en maladies inflammatoires de l'intestin est assez flou. Là. Tu sais, des gens qui ont une relation assez précise avec leur infirmière, d'autres qui savent à peine qu'elle existe. Mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse en parler un peu aujourd'hui. Puis, tu travailles à l'Hôpital général de Montréal, où il y a une clinique vraiment spécialisée en maladies inflammatoires de l'intestin. Fait que c'est sûr que l'approche est un peu différente. Moi, je la trouve vraiment très chouette. Fait que je trouve que c'est intéressant d'avoir l'occasion aujourd'hui d'en parler. Je vais te présenter pour vrai, Kelly Chavez. Tu es infirmière clinicienne à la Clinique des maladies inflammatoires de l'intestin de l'Hôpital général de Montréal. Et tu es aussi infirmière de recherche. J'ai été. T'as aussi été infirmière de recherche à l'Institut de recherche du CUSUM, donc du Centre universitaire de santé McGill. Peut-être qu'on peut commencer par expliquer un peu qu'est-ce que ça fait une infirmière clinicienne en gastro-entérologie ou en maladies inflammatoires. Oui. Je me souviens, tu m'avais déjà... un jour, tu étais venue dans mon bureau parce que je veux clarifier avant tout que je m'occupe plus de toi, pas parce que je veux pas, c'est parce qu'on a divisé la clinique différemment. Et puis là, il y a l'autre infirmier qui a pris en charge ton médecin. Kenny. Moi, Kenny Chung, mon collègue. Presque pas mélangeant Kelly et Kenny. C'est ça. Cassé, Kelly Chavez, Kenny Chung. Il a pris en charge d'autres médecins, donc, dont ton médecin. Donc, on s'est divisé la tâche d'avoir tous les patients, tous les médecins. On pensait que peut-être la continuité des soins serait meilleure si on divisait et on avait chacun notre lot de patients qu'on connaissait vraiment là, de A à Z. C'est pour ça que, par hasard, t'es plus ma patiente, mais quand il est en vacances, je le couvre pareil. Donc, un jour, tu étais venue me voir, puis tu m'avais dit « Ah, Kelly, je parle de toi, mon infirmière pivot. » Puis là, je suis comme « Infirmière pivot? » Je sais pas c'est quoi. Mais, tu sais, moi, je viens du milieu anglophone. Puis, j'ai travaillé presque 20 ans à l'Hôpital général de Montréal. J'ai commencé à l'urgence. Puis, quand j'ai commencé en maladies inflammatoires, ben mon titre, c'était infirmière clinicienne en clinique ambulatoire. Donc, puis là, en clinique ambulatoire, il y a plusieurs spécialités, dont les MII, donc qui sont les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, c'est pour ça que pour moi, pivot, quand tu m'avais dit ça, j'ai dit, je me suis jamais étiquetée de cette manière. Mais si je veux te parler de mon rôle, mais c'est plus le rôle que moi, je me suis donné. Je sais pas si toutes les infirmières pivot font la même chose, mais pour moi, là, c'était super intéressant. C'était un défi super intéressant parce que ce que je voulais, c'était vraiment être là pour les patients, être capable de les guider, parce qu'on le sait, c'est une maladie chronique. Je voulais être là à travers votre parcours de vie,
que ce soit de l'école, la graduation, au mariage, aux enfants, divorce, j'espère pas, mais des fois, tu sais, au courant de tout le parcours, être capable de vous assister, être capable de vous guider, être capable de peut-être défaire les mythes, des fois qu'on entend. Mais surtout, une de mes grosses missions pour moi, personnellement, c'est d'essayer d'éviter que mes patients aillent à l'urgence. Oui. Mais dans la mesure du possible. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traiter en clinique. Parce que si la personne est trop instable, on n'a pas le choix. Nos médecins, c'est pas des chirurgiens, ils ne peuvent pas drainer, ils ne peuvent pas couper, ils ne peuvent pas ouvrir. On n'a pas accès aux scans comme à l'urgence en 24-48 heures. On n'a pas accès à un spécialiste en 24 heures. Non, on a accès à un spécialiste en quelques semaines, un scan en quelques mois. Donc, c'est sûr que pour moi, dans la mesure du possible, c'était d'éviter l'urgence puis d'être capable d'être un support pour vous, que vous ne vous sentiez pas seul quand vous êtes à la maison puis vous avez plein de questions. En gros, c'est ça, je pense. C'est comme ça que je vois mon rôle. Mais ça fonctionne super bien parce que, tu sais, moi, je suis arrivée donc à l'hôpital général comme patiente en 2017. Avant ça, j'ai été suivie ailleurs. C'était complètement différent. Puis, tu sais, je dirais que l'été avant que je sois transférée à l'hôpital général, j'étais à l'urgence, sans te niaiser, là, une fin de semaine sur 2. Parce que la semaine, je travaillais, je voulais chercher un nouvel job, je voulais pas partir du travail à tout bout de champ pour aller à l'urgence, mais je me suis ramassée à l'urgence une fin de semaine sur 2 parce que j'avais tout le temps un pépin, j'étais en grosse crise et tout ça. Puis j'avais jamais entendu parler de ça avant une clinique où tu avais, en fait, un accès direct à ton infirmière par courriel, parce que moi, j'avais par le passé un numéro de téléphone, mais la boîte de messagerie vocale était toujours pleine parce que vous en recevez des messages, ça n'a aucun bon sens. Juste avoir un système qui fonctionne, pour moi, c'était fascinant. Puis c'est ça, c'est tout simple, puis ça a fait un changement hyper important dans mon parcours de patiente, puis de plusieurs autres patients aussi. Ton approche, donc, est très centrée autour du patient, comme à 360 degrés. Là. Je l'espère. C'est ce que je veux. Ben, je pense que t'es la seule personne. En fait, c'est drôle parce que là, je trouve ça drôle de te poser des questions parce que oui, j'en parlais tantôt avec Nicole du studio, puis je disais, ouais, avec Kelly, on se connaît bien, mais je pense qu'elle me connaît plus que je la connais parce qu'un peu comme avec ton psy te pose bien des questions, tu réponds, puis là, tu n'oses pas poser une question une fois de temps en temps. Je pense que ça me fascine à quel point ton approche, justement, était axée, oui, sur moi, mais dans tous les aspects. C'était, puis au travail, comment ça va? Puis ton chum, comment il va? Moi, la première fois que tu m'as demandé ça, je me suis dit, pourquoi? Ouais. Puis j'en parlais avec Nick, justement, puis j'étais là, Kelly, elle me demande comment tu vas. Fait que comment tu vas, pour la prochaine fois que je puisse lui donner une réponse complète, là. Ouais. Par rapport à mon Crohn, comment tu vas? Parce que c'est pas le genre de question que je lui pose, tu sais. Puis, tu sais, je veux juste revenir sur la clinique d'accès rapide parce que je pense que c'est important de connaître l'origine. Ouais. Ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, quand je suis arrivée en recherche. C'est pour ça que c'était un petit peu mélangeant. Je suis arrivée en clinique, au CUSUM, à l'hôpital général de Montréal, en recherche, en MII. Okay. Parce que moi, j'ai travaillé pendant 14 ans à l'urgence. C'était l'amour de ma vie. Je suis une fille hyper. Puis là, j'essaie de me modérer devant toi, devant les caméras. C'est très difficile. Je suis une fille hyper active. Je savais même pas que je voulais être infirmière. Mais je savais que si j'étais infirmière, quand j'ai fini mon bac à McGill, je me suis dit, il faut que ça soit l'urgence. Parce que l'adrénaline, le rush, l'incertitude, moi, je déteste la routine. C'était l'endroit pour moi. Puis pendant 12 ans, ça a été l'amour de ma vie. Ça a été l'amour de ma vie. J'adorais. Les portes ouvraient, tu sais pas ce qui rentrait. Le téléphone qui est connecté à l'ambulance, il sonne, tu sais pas c'est quoi. Ça m'a carburé. Mais un jour, ma meilleure amie, Jennifer, elle m'a dit, Kelly, je m'en vais en congé de maternité, on cherche quelqu'un en recherche. Elle dit, tu sais, tu as 2 enfants, tu penses pas que ce serait peut-être une bonne opportunité pour toi de faire du 8 à 4, tu sais, pas de fin de semaine. Moi, je travaillais la nuit beaucoup, j'adorais la nuit. J'ai ri, ben c'est mal me connaître. J'ai dit 8 à 4, être pris dans le trafic, à faire l'épicerie avec tout le monde, comme tout le monde, impossible. Mais elle dit, tu sais, tes enfants vont aller à l'école, puis ils vont commencer un horaire normal. Elle dit, peut-être que ça serait le temps de juste, tu sais, tremper ton pied dans l'eau, voir comment tu vas t'habituer à tout ça. J'ai dit, OK, c'est bon, je prends le défi. Mais
je le prenais, mais dans mon cœur, je me disais, je vais retourner à l'urgence dans 1 an. Donc, j'avais pris un congé sans solde. Puis, on a commencé en recherche. Tu sais, c'était pas l'endroit où j'ai préféré travailler. Puis, tu sais, je veux juste te dire, la recherche, c'est super important. C'est comme ça qu'on avance dans tout en médecine. Les données, c'est important. Les données probantes, c'est tout. C'est la base de tout. Par contre, je pense que moi, c'était pas mon endroit. Puis, la première patiente que j'ai eue en recherche, c'était toi. Non! Oui, c'était toi. Là, j'arrive, on m'envoie une patiente candidate pour un essai clinique. OK, la patiente, elle arrive d'un autre hôpital. Voici son dossier. Pow! Méga brique. Bon, ça commence bien. J'ai eu 2 jours de formation. Je connais vraiment presque rien en maladie inflammatoire de l'intestin. Je veux dire, je connais ce que j'ai vu à l'urgence, mais jamais j'ai pensé après, tu sais, avec le recul, que c'était aussi complexe, qu'il y avait autant de ramifications. Là, OK, je lis le dossier, je suis surpassée. Mais là, je m'assois devant toi, je pose des questions. Je me sens... Tu me mets tout de suite à l'aise. Moi, j'ai dit, mon Dieu, ça devrait être le contraire. C'est moi qui devrais la mettre à l'aise, mais tu me mets à l'aise. On défile à travers ton dossier. C'est comme ça qu'on a commencé. Moi, c'est la première fois que je t'ai vue. Tu étais ma première patiente en recherche. Fait que ça m'a marqué, ça m'a toujours resté, ça va toujours rester dans ma tête, ce moment-là, parce que j'étais tellement stressée. Puis, quand l'infirmière qui faisait le côté de la clinique a décidé de prendre sa retraite pendant que j'étais là, j'ai dit, ah, oui, le côté clinique, c'est beaucoup plus moi, ça me représente moi. J'ai mis ma candidature, mais il y avait tellement de personnes qui voulaient ce poste-là, de 8 à 4, tu sais, sécurisé au CUSUM. C'est sûr que je peux pas l'avoir. Mais je sais pas, j'ai vraiment été chanceuse parce que les candidates étaient excellentes. Puis il y en avait une qui c'était une chouchou des médecins. Okay. Je sais, mais les examens avaient changé. C'était vraiment beaucoup plus rendu avec des pointages. Tu sais, ton CV, il y a des points. Tu sais, t'as des examens. Tout est point pour que ce soit le plus objectif possible. J'ai passé apparemment de justesse. J'ai eu le poste. Puis c'est comme ça que je suis rentrée en maladie inflammatoire de l'intestin, mais comme infirmière clinicienne. Puis à ce moment-là, Isabelle, c'était mon ancienne collègue, elle était excitée de me voir. Elle dit, là, j'ai une idée. Elle dit, j'aimerais ça partir, une espèce de clinique où les services sont plus rapides. Elle dit, j'aimerais ça avoir un accès courriel. Ça venait de elle. Ah oui, OK. Puis là, moi, étant moi, hyper, sky's the limit. Oui, quelle bonne idée, j'embarque. On fait quoi? On fait ci, on ajoute ça. À 2, on a tout on a bâti un projet. On était tout excités. J'ai fait des PowerPoint, là, tu sais, je me sentais super professionnelle. OK, là, il faut aller voir les médecins, il faut faire le pitch de vente. Ils étaient vraiment pas aussi excités que nous autres. Ah oui? Oui, là, il y avait beaucoup de réticence. Il y avait beaucoup de craintes parce qu'ils disaient, est-ce que c'est soutenable? Est-ce que les services que vous allez donner, tu sais, l'interaction au niveau des courriels, est-ce que c'est légal? Est-ce que, tu sais, il y avait tellement de questions. C'était du jamais vu pour nous. C'était nouveau. Mais nous, on voyait, on y croyait. On disait, bien, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Je veux dire, il faut qu'il y ait un moyen où les patients puissent pouvoir communiquer avec nous. Les médecins disaient, mais c'est quoi la limite? Tu sais, il n'y a plus de limite là, de communication. Tu as une boîte vocale, tu as 25 messages, c'est fini. Là. Mais les courriels, là, tu peux en avoir 1000, 2000, ça finit pas. Fait qu'il y avait beaucoup de craintes. Mais je pense qu'on a tellement été insistantes. Ils ont dit, OK, on l'essaie comme projet pilote. 3 mois. Do or die. OK, Isabelle, puis moi, on est comme, we're doing it. On s'est motivés. On a fait beaucoup d'erreurs. C'était pas ce que c'est maintenant. On a appris beaucoup, mais je peux te dire qu'il n'y a jamais eu d'évaluation après 3 mois. Ah non. Hein? Non. Ça s'est implanté, puis jusqu'à maintenant, on a réussi. Puis, tu sais, je mentionne son nom parce que sans elle, on n'aurait pas pu le faire. Sans Isabelle, on n'aurait pas pu le faire. Tu sais, j'ai cru en elle, elle a cru en moi. On a vraiment changé beaucoup de choses. Puis, je pense que c'est une méthode qui fonctionne bien. Mais je veux aussi mentionner que ça a été l'échange courriel, ça a été très tabou dans la communauté des infirmières IBD. Okay. Justement pour le côté légal qui était un peu une zone grise à ce moment-là. On avait fait beaucoup de recherches avec une infirmière qui était devenue avocate.
avec le CUSUM aussi, mais c'était pas toujours... ça n'a pas toujours été aussi facile que maintenant. Je te dirais que la COVID a beaucoup aidé. Ah, mais c'est certain. Ouais. Il n'était jamais question non plus qu'on ait un rendez-vous avec notre médecin ou notre gastro-entérologue par téléphone ou par Skype avant. Puis maintenant, pendant la COVID, on n'a pas le choix à un moment donné. Oui. Oui, puis ça nous a aidé tel point qu'on avait tellement une grande longueur d'avance sur nos collègues parce qu'eux, ils ont dû ils ont vraiment dû changer toute leur routine pour accommoder justement cette pandémie. Mais nous, pour nous, on riait, on disait, ben nous, c'est déjà ça, c'est déjà en place. Nos patients le savent. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler parce que, oui, on a une clinique d'accès rapide, mais j'ai pas été toute seule là-dedans. C'est né de Isabelle et moi. Et elle a apporté ça et on a fait grandir ça ensemble. Vraiment. Fait que je suis fière de cette clinique-là. Bien, je pense que c'est une super belle réalisation. Puis si je me trompe pas, le fait que ce soit comme une clinique spécialisée en maladies inflammatoires de l'intestin, c'est pas très courant au Québec ni au Canada. C'est assez limité. Je pense qu'à l'époque où j'ai commencé à être suivie là, on disait même que c'était la première au Canada à avoir ce type de fonctionnement-là avec une spécialisation comme ça. Je sais pas si c'était la première. Je sais qu'on était reconnu comme le premier centre en maladies inflammatoires au CUSUM. La raison pour laquelle, parce qu'on avait un département de recherche et un département de clinique qui étaient unis sur la même unité. On travaillait en équipe. Parce que souvent, tu peux avoir ça, mais ça peut être sur 2 étages différents ou 2 bâtisses différentes. Donc, je pense que pour cette raison-là, on a peut-être été nommé le premier centre. Et en plus, nous, tu sais, moi, je suis fière de cette clinique-là, mais cette clinique-là, c'est pas juste moi. C'est vraiment... c'est un travail d'équipe. Je travaille avec 5 gastro-entérologues spécialistes en maladies inflammatoires de l'intestin et chercheurs. Donc, je travaille avec une équipe incroyable. Et puis, ils ont cru en nous. Tu sais, cette clinique-là, elle vit parce que eux aussi contribuent grandement. Sans eux, cet accès-là ne pourrait pas exister. Ils nous font confiance, ils investissent en nous, ils nous envoient partout à travers le monde dans les conférences internationales pour qu'on soit à la fine pointe avec eux. Puis souvent, dans ces conférences-là, on essaie de faire des connexions avec d'autres infirmières, mais on est souvent les seuls. Parce qu'on est vraiment privilégiés que nos médecins croient tellement en nous puis qu'ils investissent parce que c'est quand même des sous de nous envoyer. Mais je pense que c'est un investissement qui vaut la peine parce que ça transparaît dans nos soins. En tout cas, j'ose espérer que ça transparaît dans nos soins qu'on vous donne. Ben oui, ça transparaît pour être très transparente, là. En fait, je pense que même le fait que tu nous mentionnais tantôt aussi les médecins qui sont chercheurs et spécialisés là-dedans. On dirait que par le passé, les gastros que j'ai eus... OK, mon gastro avec qui je suis présentement puis avec qui pour qui tu n'es plus l'infirmière, c'est Peter Lakatos. Oui. Salut, Peter. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré Peter, tu sais, je lui posais des questions, puis je pense même que c'est toi qui m'avais expliqué. J'ai dit, je comprends pas mes gastro. Avant, je leur posais les mêmes questions, puis tu sais, moi, au moment où je suis arrivée à l'hôpital général, j'étais à bout de traitement. Tu sais, on avait essayé tous les traitements possibles, ça fonctionnait pas, toutes les approches médicales ne fonctionnaient pas. Puis j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui travaillent dans le milieu médical ou qui s'intéressent à ça, donc qui faisaient des recherches. Je me souviens, j'étais arrivée avec une liste de genre 4 traitements potentiels ou des études ou peu importe, puis ma gastro, avant, de l'époque, m'avait dit, ben je sais pas de quoi tu me parles. Puis je comprenais pas. Puis quand j'arrivais à Peter, il y avait les réponses tac au tac au tac. Non, ça fonctionnera pas. Telle affaire, on vient de voir dans un congrès à Amsterdam. Ça marche pas pour telle affaire, pour telle raison. Mais ça, peut-être que oui, mais tu peux pas te qualifier aux études cliniques parce que ton Crohn est trop complexe. Puis on veut des Crohn d'une certaine catégorie pour que ce soit représentatif. Ouais. Puis je me souviens, c'est toi qui m'avais expliqué. Mais c'est parce que c'est pas toutes les gastros qui sont spécialisés en maladies inflammatoires de l'intestin. Puis c'est pour ça qu'il faut comprendre que tu sais, les fois, on pense que la maladie de Crohn, OK, tu sais, c'est l'intestin, c'est des diarrhées. C'est plus que ça. Là. Ah ouais. C'est tellement plus que ça. Puis de là, l'importance, quand on a un Crohn qui est un petit peu plus complexe, d'être suivi par des médecins qui ont une spécialisation et puis qui veulent continuer à faire avancer les connaissances sur ça. Parce qu'il y a 20 ans, là, on traite... Il y a juste 20 ans, tu penses, là. T'as quel âge, là, tu sais? 33. Il y a 20 ans, on n'en connaissait presque pas. Puis en 20 ans, on a fait des énormes pas et on en connaît toujours tellement pas beaucoup. Il y a beaucoup encore de choses à savoir, mais c'est grâce à des chercheurs qui
comme les médecins avec qui on travaille, on peut faire avancer les choses. Puis Dr Lakata, c'en est un. On fait beaucoup de publications. Il est reconnu internationalement. C'est le chef du Centre des maladies inflammatoires au CUSUM. Puis, tu sais, lui, il nous pousse, mais tous les autres, là, tous les autres nous poussent à être motivés, mais à vouloir apprendre, puis à vouloir se garder à la fine pointe, tu sais. Puis ça, est-ce que tu penses que c'est une espèce de... Je sais pas mentalité, le bon mot, là, mais est-ce que tu penses que c'est une dynamique qui est propre au centre universitaire en général? Parce que c'est des gens qui ont souvent un volet recherche ou encore les gens vont souvent dans les centres universitaires pour le défi, justement, le challenge de pouvoir creuser les connaissances ou avoir des cas plus complexes? Oui, moi, je pense que ça prend une certaine personnalité pour travailler dans un centre universitaire, que ce soit le CHUM ou le CUSUM. Je pense que ça prend des médecins qui veulent une base académique, qui sont forts académiquement, qui veulent faire avancer les choses, parce que c'est pas la même réalité si on travaille dans un cabinet privé. C'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes salaires. Donc, c'est vraiment... Ça prend vraiment une espèce de médecin qui est différente des autres, puis on le voit. On le voit chez nos médecins, là. C'est vraiment... they're go-getters, tu sais, ils veulent faire avancer les choses. Puis je pense que ça aussi, ça fait en sorte que c'est contagieux. Puis on est contaminé d'une bonne manière, nous, les infirmières, pour pouvoir aussi être à leur niveau comme infirmières, pour pouvoir donner les soins les plus personnalisés possibles. Puis, tu sais, de vraiment avoir cette approche-là que tu dis globale, qu'on appelle en anglais holistic. Pas juste penser à, tu sais, ça fait mal, t'as combien de selles par jour? Exact. Tu sais, c'est important, ça fait partie de ta maladie, mais il y a tellement d'autres choses qui rayonnent autour de ça, là. C'est plus que juste la maladie. Oui, c'est plus que juste les symptômes qu'on connaît. Tu sais, je pense que... Puis ça aussi, on dirait que même le fait de savoir que j'ai toi, que j'ai Kenny, tu sais, qu'il y a toute l'équipe d'infirmières... Et Tiffany. Et Tiffany, oh mon Dieu, comment l'oublier? Elle est incroyable, C'est même savoir que... Allô, Tiffany! Même savoir que j'ai toute cette équipe-là, on dirait que des fois, je pense pas, tu sais, à vous écrire quand j'ai un autre bobo connexe, mettons, qui se pointe. Puis je me suis dit qu'à un moment donné, je sais pas trop quoi, je dis « Ah, j'ai rendez-vous chez le dermato demain. » Mais pourquoi? Ah, ben j'ai un drôle de rash quelque part. Ben montre-moi là. Ou ben tu veux qu'on te donne un rendez-vous ou je sais pas trop quoi. Puis j'avais dit « Ben non, mais ça n'a pas rapport avec mon Crohn. » Ben tu le sais pas, Camille. Puis ça peut être lié, tu sais. Fait que c'est comme, vous avez, j'ai l'impression, une espèce de, chez les infirmières, puis les infirmiers aussi, la clinique, c'est ça, c'est comme une quand tu disais au début, c'est une connaissance tellement plus vaste que juste c'est quoi les symptômes digestifs, mettons, de ton Crohn. On me demande pas juste combien de fois par jour tu vas à la selle, puis ben là, c'est plus trop un problème. Mais donc, combien de fois par jour tu le vides? Exactement. T'sais? Combien de fois par jour tu vides ton sac? Ou tu sais, c'est quoi la consistance? Là, c'est vraiment, OK, est-ce que t'es fatigué? Puis même, tu sais, comment va ta santé sexuelle, ta santé mentale, comment... est-ce que tu es capable de faire du sport? Comment ça se passe de ce côté-là? Il y a vraiment tout ça qui est interconnecté, mais ça prend une curiosité aussi, là. Bien, ça prend une connaissance aussi, une curiosité, une motivation, mais on le sait, on le sait maintenant, c'est super à la mode, gut-brain, tu sais, l'axe de l'intestin et le cerveau, je sais pas comment on dit le gut-brain connection en français, mais... La connexion intestin-cerveau. Ouais. C'est ça, oui, ça sonne bien. Mais tu sais, on le sait que c'est connecté, mais c'est connecté, c'est deux voies, en haut, en bas, en bas et en haut. C'est sûr que le stress, moi, tu sais, j'étais stressée de venir ici, tu sais, j'ai eu des petits symptômes, OK, j'ai un petit mal de cœur, j'ai pas faim, tu sais, mes petites selles sont pas pareilles. Un stress, mais j'ai aucune maladie, mais on le sait, c'est relié. C'est pas seulement ça, mais c'est multifactoriel. Donc, on doit être capable de poser ces questions-là à des patients. Moi, je le sais, je le vois dans mes cliniques, j'ai souvent des pics. Tu sais, j'ai des moments où c'est beaucoup plus achalandé. Tu sais, la fin d'année, là, les finals, les midterms, là, les examens finaux. Donc, tous mes jeunes qui sont à l'école, quand c'est les périodes d'examen, là, j'ai beaucoup de courriels qui rentrent. Beaucoup de maux de ventre, beaucoup de diarrhée, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Tu sais, si après Noël,
il y a beaucoup, beaucoup. Parce que là, les gens, ils ont mangé plus de choses qu'ils ne mangeaient pas, ils ont peut-être bu un petit peu plus, ils ont peut-être moins dormi, ils ont changé leur routine. Mais l'été, c'est la saison la plus calme. Il y a toujours, on a au-dessus de 5000 patients, on est toujours occupés. Mais si je compare, l'été, c'est toujours plus calme. Pourquoi? Bien, les gens, ils sont en congé, les enfants vont pas à l'école. Tu sais, la routine n'est pas pareille. Le niveau de stress l'été, on le sent. Hein? Tu sais, tu sors dehors, tu vois les terrasses, les gens sont plus relax. Fait que on le sait qu'il y a un lien. On sait, mais à quel point, on le sait pas. C'est pour ça qu'on trouve ça important de vous demander ça. Moi, c'est pour ça que je trouvais ça important de te demander comment ça va. Tu sais, mais pas juste comment ça va, ton intestin, comment ça va, ton moral. Hein? Comment tu tiens le coup? Parce que tu l'as eu difficile. Tu l'as eu difficile. Moi, j'ai été là. Puis, tu sais, veux pas, moi j'ai un amour spécial pour la maladie de Crohn. Il y a vraiment une partie dans mon cœur spéciale, cette maladie-là, parce que mon conjoint a la maladie de Crohn. La maladie de Crohn a été diagnostiquée à l'âge de 9 ans. Il y a un phénotype qui est agressif. Et puis, j'ai pas connu mon chum à la clinique. Je l'ai connu dans un bar régulier, comme dans le temps. On tient à le préciser. Mais ça a donné que lui était suivi à cette clinique-là parce que ma meilleure amie Jennifer lui avait dit « Viens, on est un centre, on est spécialisé, viens prendre une deuxième opinion. » Donc, lui, il était déjà là quand je suis arrivée. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai pas la maladie, je vis pas les symptômes, je vis avec mon conjoint, il a la maladie de Crohn. Mais, tu sais, ça affecte, quand lui est affecté, quand lui est malade, ça nous affecte. Pas de la même manière que ça vous affecte, mais c'est sûr que les choses vont changer pour nous. C'est pour ça que c'était important pour moi de savoir ton Nick, parce que moi, il s'appelle Nick, mais ton Nick à toi, il va comment, tu sais? Parce que on est fatigué, ben on peut pas aller à toutes les sorties, on manque des événements, tu sais. Oui, puis il y a le stress aussi chez le partenaire. Oui. On n'en parle pas, mais justement, je sais que dans mon cas, ça a été stressant, même pour mes amis autour de moi, là, les périodes où ça allait pas. J'ai des amis qui m'en ont parlé après coup parce que t'en parles jamais quand c'est le temps. Puis ils me disaient, je pleurais, j'ai eu peur. Je me suis demandé à un moment donné, Camille, est-ce qu'elle va être là demain? Puis tu sais, je veux dire, je pense pas que je serais décédée. T'aurais jamais laissé ça arriver. Never. Mais... ouais, c'est stressant. Puis, tu sais, même pour les partenaires aussi, là, je sais que pour mon chum, ça n'a pas été des années reposantes aussi les 2 dernières années. En plus, nous, c'était pendant la COVID, donc l'aide externe n'était pas vraiment possible, là, surtout dans un cas comme le mien. Mais, tu sais, c'est ça. Je veux dire, tu l'as vécu aussi avec ton copain. C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur un couple? Souvent, t'as nous, on dit qu'il y a un troisième membre de notre couple. Là. Ben, moins maintenant, mais pendant longtemps, on a dit, tu sais, il y a un troisième membre de notre couple, il y a Nicolas, Camille et le Crohn de Camille. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de voir la situation dans l'ensemble. C'est tellement important, puis c'est important que ton conjoint soit capable d'en parler. Peut-être que, tu sais, lui, il peut pas en parler à personne parce que, tu sais, le caca, c'est tabou. Là, il peut pas dire à ma blonde, tu sais, les intestins, c'est le caca, tu sais. Ouais. Puis moi, mon chum, mais lui, tu sais, c'est sûr, il est orgueilleux, il veut pas dire qu'il est malade. Il est top shape. Moi, il est jamais malade. Lui, il dit, mais moi, j'ai pas la maladie de Crohn comme les autres, là. Moi, ça va bien, tu sais. Puis c'est ce que j'ai toujours trouvé spécial de cette population-là. Moi, quand j'étais infirmière, j'étais à l'urgence, tu sais, je carburais là-dessus, je vous l'ai dit. Quand elle m'a dit, viens-t'en maladie chronique, j'ai dit, Jen, maladie chronique, je pense que c'est la dernière sur ma liste. Je ne veux pas. Elle dit, non, tu vas voir, c'est différent. Puis c'est vrai, vous êtes une population différente. Moi, en tout cas, pour ma clinique à moi, la moyenne d'âge, c'est à peu près, je te dirais, entre 35 et 40 ans. J'en ai des beaucoup plus jeunes, j'en ai des beaucoup plus vieux. Mais même au niveau des statistiques puis au niveau des recherches, on voit que vous avez un niveau socio-économique, un niveau d'éducation plus élevé à comparer aux autres maladies chroniques. Puis ça vous démarque beaucoup. Moi, j'ai été vraiment épatée avec cette population-là. C'est de voir à quel point mes patients ne sont pas tous comme ça, on ne généralise pas, mais moi, je vois une grande majorité de go-getters. Tu sais, j'ai la maladie de Crohn, mais ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Tu sais, ils sont dans le driver's seat, puis ils mettent la maladie de Crohn sur le côté passager, mais des fois,
ça arrive que, peu importe ce que tu fais, ça prenne le dessus. Puis c'est là que nous, on veut que vous compreniez qu'il faut être, we have to be kind. Comment on dit? Il faut être... Faut être gentil, il faut avoir la compassion pour soi-même. Oui, faut être doux avec soi-même, tu sais. Vous êtes des soldiers, vous appelez souvent mes soldiers parce que c'est comme, c'est pas grave, je vais 15 fois par jour, je vomis, je vais y aller pareil. Un instant, tu sais. Puis ça, là, ce côté-là, on le retrouve pas ailleurs, mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu. J'ai tellement appris de ça. Puis c'est quelque chose qui m'épate de mes patients. C'est quelque chose que même de toi, tu sais, tu l'as eu difficile à certains moments, mais ça t'a pas empêché de réaliser certains de tes projets. Peut-être pas tous, ça fait pas longtemps, tu as encore beaucoup de temps devant toi. Mais tu sais, c'est, OK, je vais le mettre de côté parce que là, en ce moment, c'est ma santé, mais ça m'épate à quel point vous vous découragez pas. J'ai écouté tes derniers invités, là, puis il n'y en a pas un ou une qui était « Ah ouais, moi, là, je suis victime, puis c'est tout le temps du monde avec un sourire, puis c'est pas grave, je vais faire du hiking, c'est pas grave, je fais un trou dans la terre, c'est pas Catherine grave. est phénoménale. Oui, tu sais, la première, c'est pas grave, j'ai pas besoin, tu sais, moi, j'étais pas malade, je suis au secondaire, c'est pas grave. Tout le monde, tu sais, Dom, il a continué ses passions, vous continuez vos passions malgré cette maladie chronique, puis moi, je pense que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Bien, puis tout ce monde-là, puis je pense que je peux parler pour moi, mais je sais que tout le monde, parce que il y a des gens qui ont commencé à m'écrire aussi là, sur les réseaux sociaux à cause du podcast, puis tu sais, ce qu'ils me disent souvent, la question, c'est comment est-ce que tu arrives à accepter ta situation. Je pense que tout le monde, à quelque part, à un moment donné, on frappe un mur, puis on se dit, pourquoi moi, c'est pas juste? Puis ça, Juliette l'a mentionné dans le premier épisode aussi, tu sais, elle a eu jeune son Crohn. Puis elle disait, je me suis longtemps posé la question, pourquoi ça m'arrive à moi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Surtout que moi, tu sais, j'étais jeune adulte quand j'ai eu mon Crohn. J'ai fait le party quand j'étais jeune adulte. Je me suis dit, peut-être que c'est moi qui me suis causé ça. Non. Mais tu sais, ça n'a pas dû aider mes symptômes. Mais bref, la question s'est moins posée un peu dans mon cas, mais c'est pas tout le temps facile. Par moment, comme tu disais, il faut accepter que là, présentement, mon Crohn, il va être sur le siège conducteur parce qu'il faut que je m'arrête. J'ai un moment très précis en tête qui t'implique. Mais la plupart du temps, puis c'est drôle parce que je pense qu'il y a comme deux choses que je veux dire par rapport à ça. C'est que, oui, par moment, dans mon cas, je sais que la raison pour laquelle j'ai réussi à avoir une carrière qui est le fun, une scolarité qui est le fun, d'avoir une vie, tu sais, je veux dire, je fais du sport, je pars plein de millions de projets, j'ai des amis, je voyage. Il y a une partie de la raison pour laquelle j'ai réussi à finir mon bac en 3 ans. Puis ça, je me souviens d'avoir déjà dit ça en entrevue d'embauche, c'est quoi ta plus grande fierté? Puis j'avais dit, j'ai fini mon bac en 3 ans. Puis la personne devant moi a fait, OK. J'ai dit, j'ai la maladie de Crohn, je suis devenue très malade au bac, puis je me souviens, j'étais en colocation, j'ai manqué un cours sur 3 ans. Je sortais de la salle 4 à 5 fois par cours par moment, la première année où c'était difficile pour aller à la salle de bain. Mais j'avais signé un papier avec mes colocs parce que je leur ai dit, moi, je vais avoir ça toute ma vie, là. C'est pas vrai. Si je commence aujourd'hui à manquer quelque chose parce que j'ai la diarrhée, je ferais rien. Fait que j'avais signé une entente avec mes colocataires qui avaient co-signé pour être sûr que ce soit, tu sais, vraiment officiel, que j'allais assister à tous mes cours. À moins d'avoir, genre, une grippe, puis que là, c'est contagieux, puis whatever, là, j'allais assister à tous mes cours. Mon Crohn ne m'empêcherait pas d'aller à l'école. Mais une grippe, oui. Une grippe, oui. Tu sais, on relativise. My go-getters. Mais tu sais, il y a eu ça, puis après ça, pour la job, c'est un peu pareil. Puis je pense qu'à un moment donné, j'ai fait une thérapie de groupe avec la clinique. Puis une des questions, j'étais en processus d'embauche à l'époque. Puis j'avais dit, je suis en processus d'embauche. Puis, tu sais, j'ai parlé de mon Crohn en entrevue. Puis on fait, comment ça s'est passé? Tu sais, comment est-ce que tu abordes ça? Puis j'ai réalisé que souvent dans ma vie, mettons, j'avais l'impression, puis je dois pas être la seule, pas que je valais moins comme employée parce que j'avais ça. Puis après ça, je me suis dit, ouais, mais attends, là, tout le monde peut être malade à un moment donné. Tu préférerais par un bus, par une voiture, puis tu serais pas là demain, puis tu serais absent pendant 6 mois. Et j'ai l'impression que pendant plusieurs années, ce que je faisais, c'est que, là, j'ai l'expression, je suis en anglais, mais tu sais, quand tu overcompensate, donc je travaillais plus. Quand j'étais là, tu sais, je veux dire, il y a une job à un moment donné où j'ai eu plusieurs arrêts maladie, puis quand je revenais, je me donnais, je pressais le citron parce que je me suis dit, tu sais, là, il faut que je prouve que je suis capable, puis j'avais envie aussi d'être performante, mais je compensais pour mes absences.
Sauf qu'à un moment donné, ben c'est ça, est arrivé un fameux moment d'octobre 2021, je crois, où j'ai fait... je suis rentrée à la clinique, puis parce que j'avais une autre énième infection d'abcès qui en finait plus d'être immense, puis j'étais couchée pour mon antibiotique, tu m'as pris ma pression, puis t'as dit là, Camille, t'es encore en tachycardie, je pense que si ça te va, on va aller en arrêt maladie, hein. Ouais. Ouais. Parce que ça arrive souvent que le patient... Tu sais, il faut faire... moi, ça m'impressionne, mais je veux pas que ça soit mal perçu par personne, dans le sens que il faut que vous soyez comme ça, c'est bien perçu. Non, ça m'impressionne, mais c'est encore plus important, c'est encore plus impressionnant quand on s'y met de ses limites, parce qu'on veut pas se rendre à l'hospitalisation. Tu sais, ton corps, c'est ton sanctuaire, c'est toi, sans ton corps, tu peux plus rien faire. Je me souviens à plusieurs reprises d'avoir dit, Camille... Pourquoi on ne commence pas à prendre un temps partiel ou du travail moins d'heures? Ou tu voulais pas, mais je comprends que on ne veut pas laisser cette maladie-là nous empêcher de se développer professionnellement, de se développer académiquement, de se développer dans une relation. Parce que c'est ça que les gens, des fois, ils oublient. C'est que, puis c'est pour ça que moi, je trouve ça important en tant qu'infirmière de toucher à tous ces aspects-là. Parce que, tu sais, tu dis, tu manquais pas l'école, puis tu as fini ton bac en 3 ans. Mais, tu sais, j'en ai, là, des histoires comme ça, plein de mes patients qui se rendent, là, à bout, mais vraiment à bout, que je dois leur faire peur. Puis là, je leur dis, well, you're gonna die. Puis des fois, je me dis, je me sens horrible. Mais je suis pas capable de vous arrêter avant ça. Puis des fois, on aurait voulu vous arrêter un petit peu avant, peut-être pour éviter ce traumatisme d'hospitalisation, parce qu'on peut pas se le cacher, c'est un système public. On est à court de tout personnel à l'hôpital. C'est pas toujours des moments... C'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. Hein? T'es pas dans un hôtel. Donc, tu sais, si on peut l'éviter, on veut, mais des fois, c'est là où c'est tellement complexe, puis c'est tellement humain, puis c'est tellement spécial, on peut pas le comprendre. Mais des fois, ça prend quelqu'un de l'extérieur qui dit... Now it's enough. Ouais, c'est ça. Puis j'étais contente parce que tu voulais pas. Puis je te l'avais offert plusieurs fois. Puis je t'avais dit, écoute, on le donne pour moins que ça. Puis c'est juste de te permettre d'être douce avec toi-même. De te dire, tu sais, aujourd'hui, là, je suis malade, j'ai le droit de dormir parce que, tu sais, j'ai besoin de me reposer. Mon corps, là, il est constamment en train de se battre contre mon intestin. Là, tu te dis, je vais manquer un cours si j'ai une grippe. Mais oui, mais une grippe, c'est quoi? C'est tes soldats qui veulent se battre, le virus. Mais toi, là, t'as constamment une grippe. Ta grippe, c'est ton intestin. C'est auto-immun. Puis c'est ça, c'est cette fatigue que vous voulez pas avoir, que vous traînez avec vous. Puis il faut pas l'oublier. Il y a des moyens pour améliorer. Mais je pense que c'est important de l'aborder. Oui, puis c'est drôle parce que tu dis, tu sais, il faut être doux avec soi-même. Je pense qu'en thérapie, c'est un truc qu'une de mes psychologues m'avait dit à un moment donné, t'es comme, OK, c'est le fun, mais qu'est-ce que tu fais pour être douce avec toi-même? Là, il y avait eu un moment de silence infiniment long. Puis, tu sais, je pense que j'avais dit, ben, je viens en thérapie. Là, je travaille sur un projet de podcast. Là, un jour, ça va sortir. Ça me fait du bien. Ouais, j'ai refait ma salle de bain à 2h du matin avec Camille. Je pense que, tu sais... Mais je pense que, en fait, j'ose espérer que... J'ai l'impression que depuis la COVID, la place du travail... Puis c'est pas pareil dans le milieu médical parce que je sais qu'il y a il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Mais dans ma vie, en tout cas, la place du travail a changé. T'es heureuse d'entendre ça? Oui. Dans le sens où... Je travaille, tu sais, juste assez. Quand ça me passionne, je me donne à fond, mais je sais qu'il faut que je me repose. Puis j'essaie de trouver justement des occasions ou de forger des occasions qui me font du bien. Tu sais, j'ai recommencé à jouer à la balle molle, mais je gère plus l'équipe, puis je gère pas la ligue. Parce que je peux pas tout faire en même temps. Parce que mes cuillères sont limitées. Et puis ça, je pense que je veux parler de la théorie des cuillères. Parce que je pense pas que tu la connais. Non. OK, c'est malade. C'est en thérapie, ça va peut-être être utile. Même pas. Ah oui. C'est dans mon ancien job. À la Fondation de l'Hôpital général de Montréal, j'avais parlé avec une patiente qui avait le lupus. Puis elle m'avait dit que dans les maladies... C'était une patiente atteinte de lupus qui avait écrit cette théorie-là et qui était très utile pour tous les patients qui ont des maladies auto-immunes ou les maladies chroniques. Elle dit, dans ta journée, tu pars ta journée avec un nombre de cuillères. OK? Chaque cuillère, dans le fond, est une unité d'énergie.
Puis elle dit, une personne normale, par exemple, a 15 cuillères dans sa journée, puis chaque chose qu'elle va faire va lui demander de l'énergie, tu sais. Faire la vaisselle, aller marcher, aller faire l'épicerie, tout ça, c'est des cuillères d'énergie. Puis idéalement, tu te couches le soir, puis t'en restes genre une ou deux. Tu sais, t'as assez dépensé d'énergie, mais t'en restes encore que t'es pas en train de te traîner jusqu'à ton lit. Puis elle dit, ben moi, parce que j'ai une maladie auto-immune, puis j'ai une maladie chronique, ben il y a des matins où je me lève, puis j'ai 8 cuillères. Puis il y a des matins où je me réveille, j'en ai 3. Mais si j'en ai 3, là, dans cette journée-là, je vais être capable de me lever, de prendre ma douche. Parce que pour moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Puis qu'après ça, je vais pouvoir, mettons, me faire des œufs, une toast, mais je pourrais pas faire ma vaisselle. Parce qu'après ça, je vais être à 0, puis il faut que je me rende jusqu'au soir. Puis c'est de... Dans le fond, c'est juste d'apprendre à, le matin, gager un peu t'en es où. Puis ça prend des années. Mais tu sais, tu gages t'en es où. Tu sais, est-ce que comme là, je mange, ça passe-tu? Va-t-il falloir que je fasse une diète plus simple aujourd'hui ou je vais pouvoir manger de l'Indien pour déjeuner? Ce que je fais des fois, mais je te le dis pas officiellement. Mais tu sais, fait que c'est de partir chaque journée. Tu peux pas... C'est d'aller comme un peu un jour à la fois quand t'es en période plus difficile. Il y a des périodes après ça où ça va bien. Comme moi, ça va bien depuis quasiment 1 an. Ben mon énergie, tu sais, je pousse pas ma loc. Il y a des choses qu'il faut que je sais qu'il faut que j'évite, puis j'ai arrêté de le faire ou je l'évite autant que possible. Mais le reste du temps, tu peux aller bien. Mais je pense que c'est comme une... Comprendre son corps et comprendre son crâne, ça prend des années, j'ai l'impression. T'as tellement raison, ça prend tellement d'années, puis j'aimerais ça savoir le point tournant, parce que moi, j'en ai tellement des patients. On essaie de leur dire, peut-être pas la théorie des cuillères, mais je l'essaie de leur dire, c'est comme un auto. Ouais. Tu mets ton gaz, mais quand t'atteins qu'est à E, il y en a plus. Ton auto ne fonctionnera plus. Et que tu dois, toi, savoir quand il faut aller remettre du gaz, puis que ça soit pour faire une sieste, que ça soit pour lire, que ça soit juste pour t'asseoir, rien faire, peu importe ce qui te réénergise. Mais toi, comment t'as eu cette réalisation-là? Parce que moi, il faut que je le sache pour le dire à mes patients. Il faut que j'écrive la recette. Ben moi, je pense que ça a pris des gros bas. Puis, je te dirais que, bon, pas me pousser à fond, c'est pas vrai, je le fais encore par moment, mais tu sais, je sais que ça vient par période. Puis je sais que maintenant, je me pousse à fond pour des choses qui me font plaisir à moi ou tu sais, dans lesquelles je me réalise. Ça prend... Tu sais, c'est drôle, j'ai accepté de pas avoir l'idéal de vie que j'avais dans ma tête à 15 ans. Puis en même temps, c'est drôle. Je pense que ce qui a vraiment été un tournant pour moi, c'est la thérapie de groupe que j'ai faite à la clinique. Puis Kim m'a posé... Kim, c'est la psychologue que tu connais bien. On l'adore. Kim, elle est phénoménale. Et Kim m'avait posé une série de questions. On avait des devoirs à faire le soir. Puis une des questions, c'était... En quoi ta vie serait différente si tu n'avais jamais eu le Crohn? Puis là, j'ai commencé à faire ma liste. Puis au début, j'étais comme, je le sais, là, tu sais, parce que moi, j'ai eu le Crohn à 20 ans. Fait que j'étais comme à 19 ans, je rêvais de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis tu sais, ma vie serait différente. J'habiterais sûrement en Australie. J'aurais, je sais pas, moi. Puis après ça, c'est drôle parce que automatiquement, je me suis mis à marquer des choses qui seraient différentes, pas nécessairement positivement, tu sais. Hein? Comme quoi? Ben, j'étais une grosse fille de party. Je pense que j'aurais pu tomber dans une consommation d'alcool qui est pas saine du tout. Puis mon Crohn m'a empêché de faire ça parce que dans mon cas, c'est un très, très gros truc qui me fait réagir. Encore aujourd'hui, tu sais, si je bois un verre de vin à l'occasion, je vais être hyper déshydratée le lendemain. Bon, à cause de mon sac, c'est pire, là. Fait que, tu sais, comme j'ai enlevé ça de ma vie, je sais pas si je sortirais avec... Je suis pas sûre qu'il aime ça quand je dis ça. Je suis pas sûre que je serais avec mon chum, / mon mari, là, mais que j'appelle mon chum, aujourd'hui, si j'avais pas eu le Crohn, parce que des gars fins, attentionnés, j'ai toujours eu de la misère à recevoir de l'affection puis à ce qu'on m'aide. Puis ça m'a pris très longtemps avant d'accepter ce que Nick m'aide. Puis je suis pas sûre que je serais allée vers ce genre de relation-là. Tu sais, on vieillit, on évolue dans nos relations qu'on veut, mais je sais pas combien de temps ça m'aurait pris. Tu sais, moi, à 23 ans, je suis pas sûre que je serais sortie avec Nick. Puis je dis vraiment pas ça d'une mauvaise façon. Je dis ça d'une belle façon. J'ai pu développer des relations vraiment belles avec mes grands-parents avant qu'ils décèdent. J'ai une facilité avec les patients en gériatrie en général ou les personnes plus âgées parce que mon Crohn m'a appris à ralentir.
Fait que, tu sais, je pense que juste de m'arrêter, me poser la question puis me dire qu'est-ce qui serait différent à ce moment-là, j'ai pas été capable de donner tant des choses excitantes parce que je me suis dit, maintenant que je me comprends mieux puis que je me pace, tout ça est un peu possible. C'est juste, faut que tu choisisses un peu tes projets, tu sais. Un peu comme quand on a 10 ans puis qu'on fait comme mon wish list pour dans 20 ans, ou toi, ton bucket list qu'il faut que tu aies coché chacun des trucs. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir 20 ans plus tard. Mais ce que tu dis, c'est tellement intéressant parce que, dans le fond, c'est que tu as appris à vivre avec la maladie de Crohn. Tu n'es pas la maladie de Crohn. Voilà. Tu es Camille Lemay. Tu as plein d'idées, tu es intelligente. Mais mes patients ont souvent ce même comportement que toi de vouloir overcompensate, de vouloir tout faire. Mais en fait, c'est parce qu'ils veulent cacher ça. Ils veulent comme dire, OK, enfouis-toi en dessous de ma table, là, puis t'existes pas, puis je vais te montrer que t'existes pas tellement je vais faire un marathon puis un triathlon. Moi, j'ai des patients qui sont super malades, là. J'en pense à un en particulier, puis je vais pas nommer son nom. Puis je respecte son choix. J'y avais dit, you're the boss of you, mais il est vraiment malade. Puis il m'a dit, moi, là, j'ai toujours voulu faire un triathlon, puis je vais le faire. J'ai dit, OK, je respecte ça. Mais c'est toujours c'est parce qu'on dirait que vous sentez que c'est un handicap, mais ça n'en est pas un. Mais tout le monde a quelque chose. Tout le monde a des bobos. Tout le monde a un... Il y en a que c'est la dépression, il y en a que c'est le TDAH, il y en a que c'est le lupus. Il y a personne de parfait. Il y a toujours un petit quelque chose. Mais c'est de comprendre que, c'est de savoir s'arrêter. C'est ça la beauté. Puis souvent, c'est plate, hein? C'est d'arriver au fond du baril. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut pas changer les gens. Il faut vraiment qu'ils changent par eux-mêmes parce qu'ils veulent changer. Puis ça, c'est beau, je le vois dans toi maintenant. Mais je sais, je suis arrivée ici, je suis comme, qui es-tu? Pourquoi es-tu aussi zen? Mais puis, tu sais, je pense que c'est de changer aussi ta façon de te percevoir. Dans le sens où, là, ce que tu as mentionné, c'est que tu veux pas être définie par ta maladie, mais elle fait partie de toi. Puis à un moment donné, je pense que j'ai réalisé... Pendant une étape où ça allait pas bien à mon Crohn, j'étais allée dans un party genre de retrouvailles de secondaire ou peu importe, puis j'ai réalisé que 95% de mes conversations dans la soirée tournaient autour de mon Crohn parce que tout le monde avait vu que j'avais des péripéties de santé ou je sais pas trop quoi, puis mon sujet de conversation, c'était ça parce que c'est ça que je vivais. Mais le fait, dans mon cas, d'avoir des projets ailleurs, tu sais, comme aujourd'hui, quand tu me demandes de me présenter, je dis pas que j'ai la maladie de Crohn. Mais tu sais, je vais dire, ouais, ben je travaille à tel endroit, je fais de la balle molle on the side, là, je m'entraîne pour un voyage de hike de 5 jours en Patagonie, puis... Ah oui, j'ai un podcast sur la maladie de Crohn. J'apprends des choses. Tu sais, c'est comme, ça devient une partie de ma vie parce que c'est des projets dans lesquels j'ai choisi de m'impliquer. Mais t'es pas obligé de le mentionner non plus, mais ça prend du temps à arriver là. Puis tu sais, je pense que c'est pour vrai, dans mon cas, ça a aussi été des années de thérapie. Dans le sens où la première psy que j'ai vue à 22 ans, quand j'étais un bébé de Crohn, elle m'avait résumé, elle dit, je sais pas si j'utilise les bons mots, mais il y a une expression qui dit, je voudrais pas jouer pour une équipe qui me voudrait comme joueur. Dans le sens où, si toi, tu veux que je fasse partie de ta vie, tu dois vraiment pas avoir des hautes attentes, fait que tu dois pas en valoir la peine, parce que je vaux rien. T'sais, c'était un peu ça, la vision que j'avais de moi-même à l'époque, parce que je comprenais pas, je pensais vraiment que j'étais nulle. Puis dernièrement, je repensais à ça, je regardais Nick, puis j'ai dit, c'est drôle, hein, quelqu'un qui m'a passé un commentaire qui était pas méchant du tout, qui se voulait pas méchant, qui m'avait dit, t'es chanceux que ton chum soit resté, maintenant que t'as un sac. Puis j'avais dit, ben, il est chanceux que j'ai voulu rester. Dans le sens où, oui, je suis chanceuse, mon chum m'a vraiment bien accompagnée dans ça, il est merveilleux, je l'adore. Mais s'il avait pas voulu de moi autant après les dernières années, j'aurais pas voulu lui comme chum. Mais ça, c'est des années de thérapie, puis des années aussi à apprendre à voir c'est quoi de quoi je suis capable, puis qu'est-ce que je vaux à l'extérieur de la maladie. Puis j'ai appris beaucoup de choses aussi. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important, en tout cas, pour moi, un des rôles, si on revient à ta première question d'infirmière pivot, c'est de pouvoir, le plus possible, dans la mesure du possible, de donner à ce patient-là l'impression qu'il n'est pas une maladie chronique, qu'il vit une vie le plus normale possible. Moi, c'est pour ça que je suis tellement passionnée par ce que je fais, parce que je veux que les gens puissent, tu sais, s'ils ont une question,
d'avoir un questionnement ou tu as besoin d'une clarification, puis là, tu es stressé, tu sais pas c'est quoi. Ah, puis là, OK, ben j'ai appelé ma clinique, un rendez-vous dans 3 mois, je vais seulement avoir la réponse en 3 mois. Pendant ce temps-là, tu fais de l'anxiété. Puis là, tu es incertaine. Tu es incertaine de toi, de tout ce que tu fais. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils se sentent le plus... Tu sais, j'aime pas dire le mot normal, mais tu sais, le moins avec une maladie chronique possible. Je veux que, comme toi, il arrive à un point où ça ne te définit pas. Oui, tu l'as. Ben, c'est toi qui conduis, c'est toi la chef, c'est toi qui sais où tu t'en vas, est assis à côté de toi, mais c'est toi qui décides. Tu sais, puis c'est d'avoir cet amour propre, hein? Parce que c'est beaucoup, je l'entends, là, puis je l'entends de tous mes patients, mais je l'entends à travers tes histoires, c'est d'être capable de s'aimer avec ça. On a tous nos défauts. C'est pour ça que je trouvais ça important pour moi de dire, tu sais, mais comment ça va, toi? Mais toi, moralement, tu sais, quand tu te sentais là, à terre, puis c'était coup après coup après coup, on dit, waouh, la vie, elle me donne aucune chance, là. Tu sais, il y a une expression en anglais, they say shit hits the fan. Ouais. Je me souviens de cette période dans ta vie où même moi, là, je me disais, mais là, c'est ça. C'est pas juste. Tu sais, des fois, en tant qu'infirmière, on se sent démuni. Mm-hmm. Tu sais, en maladie chronique, c'est très différent qu'à l'urgence. On crée des relations avec nos patients, des relations professionnelles, des relations thérapeutiques, mais il y a quand même une relation de confiance. Puis cette relation-là, tu peux pas la bâtir à l'urgence parce que c'est revolving door, in and out, in and out, in and out. Tu sais pas. Mais on la construit, puis on a été formés pour toujours avoir une solution. On guérit un bobo, une infirmière. OK, c'est quoi ce que je fais? J'ai ça. OK, si. OK, c'est régler les problèmes. Puis des fois, c'est tellement au-dessus de nous, on se sent tellement impuissante. On voudrait faire plus. On voit le patient qui souffre. C'est difficile de naviguer à travers le système de santé qui, malheureusement, manque d'amour, manque d'argent. Puis moi, ce que je veux, là, c'est vraiment que mon patient arrive au point où tu es, où tu t'aimes, où tu accomplis tes rêves, puis tu dis, tu sais, t'oublies. Mm-hmm. Il doit y avoir des semaines, des mois que tu t'oublies que tu as la maladie. Je sais pas. Ça t'arrive-tu? Oui, il y a des jours où j'oublie que j'ai un sac. C'est ça. Ça, c'est drôle parce que tu oublies de le vider, puis là, t'es comme, oh, OK. Mais j'oublie que j'ai la maladie. Genre, on faisait un jeu avec des amis à un moment donné, puis c'était, tu sais, en fin de soirée, tu te contes des histoires, puis c'est comme, OK, conte-moi une histoire de cicatrice. Puis là, arrivé à mon tour, mon ami me regarde, puis elle dit, ah, ben là, toi, on s'en doute. Puis j'ai dit, hein? Je comprenais pas de quoi elle parlait. Parce que moi, j'allais parler de la cicatrice sur mon genou de quand je suis tombée dans un champ quand j'avais 6 ans, tu sais. Mais j'ai oublié que j'ai une cicatrice, tu sais, de genre 7 cm sur le ventre à cause de ma première stomie puis de mes drainages et tout ça. J'ai oublié que j'ai des cicatrices partout sur le corps à cause de mes nombreux bobos là, avec les années de Crohn et tout ça, tu sais. Mm-hmm. Des petites cicatrices très cute, là. Oui. Mais on dirait, qu'on en vient à oublier ça. Puis tu vois, c'est drôle parce qu'il y a une phrase qu'on m'a dite de façon vraiment, vraiment simpliste à l'époque. Puis c'était pas lié à mon Crohn du tout, là. C'était un ami très proche de moi. Il m'avait dit... Parce que j'y parlais, j'étais comme, tu sais, j'ai plein de défauts, moi, en pensant à mon Crohn, mais sans le nommer. Puis il m'a dit, non, moi, je vois pas... Je pense pas que t'as des défauts. T'as juste des différences. Mm-hmm. Puis des années plus tard, je repense à ça, puis je dis, mais c'est ça, en fait. T'sais, mon Crohn, c'est pas un défaut. C'est une différence. Mm-hmm. Puis à partir du moment où tu comprends ça comme ça, tu te dis, ben Christy, mon ami qui comprend pas sa gauche de sa droite, j'aimais pas comme copilote. C'est ça, sa différence. Puis mon ami, justement, qui a fait qui est dépressive, ou tu sais, celui qui est daltonien. Tout le monde a des petites différences, là. Celle qui est intolérante au lactose, j'y cuisine pas une sauce à la crème, tu sais. On s'adapte aux différences de tout le monde. Exact. C'est tellement bien dit. Puis c'est parce que la maladie de Crohn, je pense que c'est tellement une maladie invisible. Tu sais, on le voit pas. On voit pas que tu as un bras dans un plâtre. On voit pas que tu as un œil au beurre noir. On voit rien. C'est invisible, c'est à l'intérieur de toi. Tes voyages à la salle de bain, c'est pas quelque chose que tu postes sur Facebook à chaque fois, que tu dis à tout le monde, tu sais. C'est pour ça que c'est difficile, je pense, pour les gens de s'associer à quelqu'un, de connecter avec quelqu'un. C'est pour ça que moi, tu sais, puis Kim, c'est notre psychologue, je l'adore. Elle a mis sur pied à notre clinique un group support. Ouais.
Mais on fait une thérapie de groupe, merci. Puis on fait des marches chaque premier jeudi du mois. Les marches sont ouvertes à tout le monde en passant. J'ai dit thérapie de groupe, mais dans le fond, c'est comme un groupe de soutien ou je l'ai mal traduit, là. Oui, moi aussi, je pense que je l'ai mal dit. Mais c'est vraiment... initialement, c'est pour nos patients. C'est pour que nos patients... Parce que là, nos patients, souvent, ils nous demandent, OK, est-ce que tu connais... tu connais-tu des gens? Tu connais-tu un groupe? Tu connais-tu des groupes que je puisse m'affilier? Parce que j'aimerais ça en parler. Je peux pas en parler à mon conjoint. Je veux pas en parler au travail. Là, on s'est dit, mon Dieu, on a un bassin énorme à l'hôpital général de Montréal. On a le plus gros bassin. Je veux dire, on a au-dessus de 5000 patients. C'est impossible que nos patients ne peuvent pas connecter entre eux. Puis, elle a trouvé ça important, surtout post-pandémie. Ouais. C'était vraiment post-pandémie. C'est de se dire, bon, on se rejoint chaque premier jeudi du mois. No strings attached. Si tu veux venir, tu viens. Tu veux venir avec ton conjoint, pas avec ton conjoint, ta conjointe, ton chien, tes enfants, whatever. Tu viens qui tu veux, tu viens tout seul, tu restes 10 minutes, tu restes 1 heure, c'est pas grave. T'es là, t'es pas obligé de nous dire que t'es là ou t'es pas là. Puis c'est pour permettre aux gens qui ont la maladie de Crohn, mais aussi pour les conjoints ou pour l'entourage, de pouvoir en parler dans un espèce d'espace, tu sais, neutre. On est sur la montagne, on est choyé, on est vraiment bien localisé. Puis c'est d'être capable d'en parler sans avoir les tabous qui viennent avec. Puis la personne te comprend. Tu sais, moi, je vais être là pour vous guider, mais jamais je peux dire que je sais ce que tu as vécu. Je ne l'ai pas vécu. Je ne sais pas c'est quoi chercher une salle de bain à chaque fois, puis avoir ce réflexe-là. Je ne le connais pas. Mais ces groupes-là, cette marche-là, tu sais, ça permet à nos patients de se sentir « Ah, je ne suis pas toute seule là-dedans. » Puis de cheminer comme ça, comme toi, pour te dire « Tu sais, ça ne me définit pas. » Puis les différences, il y en a. Moi, c'est ça, la mienne. Puis il y en a d'autres que c'est d'autres choses. Que je pense que c'est important. Ce que tu fais, ton podcast, là, moi, quand tu m'en as parlé, justement, à une de nos marches, que tu m'as parlé de ce projet-là, j'étais tellement... moi, j'étais excitée pour toi, parce que moi, j'ai toujours 1000 projets, puis je suis comme, oui, fais-le. Puis Nick m'en parle souvent. Il dit souvent, tu sais, moi, j'écoute des podcasts. Mon conjoint me dit, mais c'est tout en anglais. Il dit, je comprends l'anglais, mais il vient du Chicoutimi, tu sais, fait que c'est un anglais qui est restreint. Oui, il habite Montréal. Mais il dit, tu sais, quand j'ai envie de parler de quelque chose, ou j'ai envie d'écouter quelque chose d'aussi, tu sais, personnel, j'ai envie que ça soit dans ma langue, tu sais, dans ma langue maternelle, dans laquelle là, je comprends. Puis je trouve ça extraordinaire que tu aies fait ça, parce que je sais, il l'écoute. Puis je suis certaine qu'il y a plein de gens qui l'écoutent, puis ça va juste leur dire, OK, je suis pas toute seule là-dedans. Puis ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, je te le dis. Ouais, c'était ça un peu l'idée. Puis là, tu vois, on arrive à la fin de notre heure, mais c'était ça l'idée, justement, parce que à la clinique où tu travailles, j'avais participé à un groupe de discussion à un moment donné. C'était vraiment comme une étude. Puis il y avait mis... on était 8, je pense, dans la salle de différents âges qui venaient parler de notre expérience avec le Crohn. On avait différents jeux à faire et tout ça. Puis à la fin, c'était une question ouverte. Puis il y avait une dame... probablement dans la soixantaine, qui avait dit « Moi, j'ai pas de questions, mais je veux juste dire merci parce que c'est la première fois de ma vie où je suis dans une pièce avec d'autres gens qui ont la maladie de Crohn. » Puis, tu sais, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir d'autres gens dans mon... Ben, la chance, malchance, mais d'avoir d'autres gens autour de moi qui avaient ça au fil des ans, à qui on pouvait poser des questions, puis avec qui, sans nécessairement poser des questions, c'est juste... On dirait que c'est rassurant de savoir que t'es pas le seul dans cette situation-là. Puis déjà, tu sais, on est aux premiers épisodes, premier balbutiement de la série. Il y a déjà des gens qui m'ont écrit pour me dire que ça leur faisait du bien d'entendre des voix, ou tu sais, même des spécialistes qui expliquent des choses qu'on comprend pas, des questions auxquelles on pense pas, qui sont répondues, ou tu sais, des histoires qui leur ressemblent ou qui leur ressemblent pas parce qu'ils oseraient pas faire ça. C'est un peu ça. Puis ça leur donne l'espoir de te voir. Moi, en tout cas, pour moi, t'es comme une icône. Pour moi, j'en parle souvent. Je leur dis, malgré toute l'adversité qu'elle a eue, elle a été capable de se relever puis de dire, oui, OK, le sac, c'est un mythe en soi, c'est une discussion en soi. Tu l'as eu avec ta dernière participante, mais c'est de savoir que malgré tout ça, il y a de l'espoir. Parce que des fois, là, ça va tellement mal. Malheureusement, c'est vraiment comme une montagne russe. Il y a des moments où ça va bien, comme là maintenant, on se parle, on fait un podcast, tout est beau. Mais c'est une maladie qui est chronique. On ne sait jamais quand ça va descendre. Ouais.
Puis c'est pour ça que nous, on veut être là pour vous accompagner à travers ce parcours-là. Mais c'est important ce que tu fais parce qu'il faut que les gens sachent que, oui, des fois, on est dans une tempête, mais on n'est pas tout seul. Puis quand on va traverser cette tempête-là, on va se relever puis on va être capable d'accomplir des rêves. Il faut jamais oublier ça, il faut jamais perdre espoir. Puis des fois, ça peut être long, hein? Ça peut être des années, tu sais, Camille. Ouais. Ça peut être long. Fait que vraiment, là, je suis tellement... C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée à ton podcast. Moi, je suis vraiment, là, je suis choyée d'être ici aujourd'hui. Ben là... C'est vrai. Mais je pense que ça, on peut le résumer à cette fameuse phrase que Tiff et toi, vous aviez écrit sur mon tableau à l'hôpital quand j'étais à bout des tabouts. Puis c'est la fameuse phrase ou la fameuse technique de Mohamed Ali là, qui était rope-a-dope, qui est vraiment tu laisses la vie te fesser jusqu'à ce qu'elle s'épuise de te rentrer dedans. Tu te lèves puis tu gagnes. Mais c'est toi qui nous as appris ça. Ben, c'est ça. Puis j'ai encore la carte. J'en parle à tout le monde. Moi, j'ai encore l'image de ce mot écrit sur mon tableau, puis c'est pas moi qui l'ai écrit. Non. Mais on est là pour ça, on est là pour vous aider. On espère qu'on peut faire une petite différence dans vos vies. Si on fait une petite différence, déjà pour moi, c'est beaucoup. Puis moi, je sais qu'avec tout ce que tu fais, t'en fais une grosse dans la vie de plusieurs gens. Ben, t'es fine. Écoute, on va se laisser là-dessus parce que là, je vais venir tout rouge. Merci d'être venue aujourd'hui. Puis ben, merci pour tout le reste, mais ça, tu le sais déjà. Ah, merci de m'avoir.